22 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de cette édition. Le président de la République a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs nommés par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. À la une également, le ministre du Travail lance une offensive contre l'emploi illégal à l'international. Vous allez découvrir une exposition intitulée « Brésil et Afrique, une histoire partagée » nous replonge dans le passé colonial commun aux Afro-descendants. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu en fin d'après-midi au Palais de la République l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair, reconverti dans le privé à la tête d'un cabinet de conseil et d'expertise sur les stratégies et les politiques de développement. L'audience entre le président Guelleh et Tony Blair servit de cadre d'évocation des partenariats stratégiques susceptibles d'être entérinés entre notre pays, plateforme logistique multimodale et hub de redistribution des échanges commerciaux entre plusieurs ordres et régions économiques du monde, et le cabinet d'expertise de l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, connu sous le vocable de Tony Blair Institute. Les discussions ont surtout mis en lumière le profil privilégié des projets d'essor définis pour notre pays avec les Delivery Units. Les propositions de développement suggérées par le Tony Blair Institute, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire général de la présidence ont pris part à cette rencontre. Sous l'égide du président Guelleh, la République de Djibouti réalise l'exploit d'être un îlot de stabilité pérenne et une plateforme de développement continu. C'est ce qu'a indiqué Tony Blair à l'issue de ses entretiens avec le chef de l'État. On l'écoute. Je suis très content d'ici à Djibouti pour la première fois. J'ai eu une très bonne discussion avec le président et nous avons discuté le progrès que Djibouti a fait pendant les dernières années, parce que c'est un îlot de stabilité, si vous voulez. Et j'ai félicité le président sur cette stabilité et sur le progrès du pays. Mais aussi, nous avons discuté la situation dans la région, dans le monde. Et mon institut travaille avec les gouvernements à travers le monde. Djibouti a les grandes opportunités pour diversifier l'économie. Nous vivons dans une ère où il y a une révolution technologique, il faut prendre avantage de ça, mais aussi il y a les grandes opportunités pour le commerce, pour l'économie, à faire le progrès. Et donc pour nous, Djibouti est un pays avec un grand potentiel. Je suis très content d'être ici pour ma première visite, mais pas pour ma dernière visite. Et voici à présent le mot du chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssef. Sir Tony Blair est ancien Premier ministre du Royaume-Uni que vous connaissez. C'est une personnalité qui a accumulé beaucoup d'expérience dans le domaine, je dirais, de la gouvernance. Et il a tiré les leçons de cette expérience à la tête donc d'un grand pays comme le Royaume-Uni. Et il est en train, à travers son institut, le Tony Blair Institute, de partager donc ce savoir-faire et cette expérience. Déjà en Afrique, il conseille 20 pays. Et il a également des partenariats avec des pays en Asie et même en Amérique latine. Je crois que son institut est peut-être très utile pour Djibouti dans la mesure où il a développé une méthode de ce qu'ils appellent comment faire apporter du délivrable quand il s'agit de gouvernance. C'est qu'eux, ils appellent le Delivery Unit. C'est-à-dire qu'il y a des programmes, des plans de développement, mais la difficulté en général dans nos pays, c'est comment mettre cette vision, ces programmes en œuvre. Je crois que son institut est passé experte dans ce domaine et aujourd'hui, sa visite est très importante pour Djibouti. Le président de Guelleh a accueilli favorablement ce partenariat qui va venir entre le TBI, qui est le Tony Blair Institute, et la République de Djibouti. Et nous souhaitons vraiment qu'il revienne plus souvent pour qu'on puisse travailler à mettre en place ce partenariat qui sera gagnant-gagnant, je l'espère. Et un peu plus tôt, toujours au Palais de la République, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs nommés par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti.
En premier lieu, le président de la République a reçu les lettres de créance de l'ambassadrice de la République de Namibie auprès de la République de Djibouti, Emilia Mukusa. La nouvelle ambassadrice de la Namibie à Djibouti a fait une allocution lors de la remise de ces lettres de créance au président de la République. Elle a dans cette intervention loué d'emblée la communauté de valeurs, d'éthique et d'approche caractérisant la République de Djibouti et la République de Namibie. Djibouti et la Namibie partagent une vision commune de paix, de stabilité et de prospérité pour nos peuples respectifs et le large continent africain. Dans cette optique, affirmait la nouvelle représentante de la Namibie à Djibouti. Elle fait ensuite état de la sensibilité de son pays au rôle clé de Djibouti dans la région et dans les affaires internationales, avant d'ériger le commerce, les investissements, l'éducation et la culture au rang de secteurs phares d'activité autour desquels son pays souhaite entériner une coopération synergique avec la République de Djibouti. Et par la suite, le numéro 1 djiboutien a reçu les lettres de créance de l'ambassadrice de la République de Zambie auprès de la République de Djibouti, Rose Kashembe Sakala. Cette même volonté d'œuvrer à l'intensification des relations d'échange et de collaboration a marqué de bout en bout également la déclaration faite par la nouvelle ambassadrice de la République de Zambie auprès de la République de Djibouti. Elle a mis effectivement à profit l'audience de la remise de ces lettres de créance pour relayer sa détermination à contribuer à l'essor des partenariats et complémentarités entre les deux pays, aux liens multiples d'échanges et de coopération dans les relations bilatérales, le COMESA, l'Union africaine, les Nations unies. Et chacun de ces diplomates a donc le statut d'ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire et non résident auprès de la République de Djibouti. Eh bien, ces ambassadeurs ont tous mis à profit l'audience distincte de la remise de leurs lettres de créance pour se réjouir de la qualité des relations d'amitié et de coopération de leurs pays respectifs avec la République de Djibouti. Et le chef de l'État a, comme à l'accoutumée, souhaité la bienvenue à tous ces diplomates qui lui ont remis aujourd'hui leurs lettres de créance. Par la suite, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la République du Mali auprès de la République de Djibouti. Le diplomate malien a, dans un mot prononcé à cette occasion, indiqué « Nos deux pays partagent l'esprit du panafricanisme pour le renforcement de l'unité africaine au bénéfice de nos peuples », a à cet effet déclaré l'ambassadeur Madou Diallo. Il partage aussi la même vision, celle de voir une Afrique unie, prospère, développée et en paix, a dans le même élan indiqué le diplomate malien, citant aussi bien le bilatéral que le multilatéral au rang de cadre soutenu de parrainage à la coopération synergique entre les deux pays. Il a rendu un hommage appuyé au chef de l'État pour son leadership et sa vision remarquable qui caractérise les progrès réalisés à Djibouti en matière de développement économique et de paix. Et ensuite, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la République de Corée auprès de la République de Djibouti, Kang Jung. Dans son discours, le nouvel ambassadeur de la République de Corée a indiqué « Je ferai tout mon possible pour intensifier la coopération entre les deux pays en jetant les bases de nouveaux échanges économiques et en renforçant la collaboration », a à cette occasion annoncé le diplomate coréen. Il a touché mot également à son enthousiasme lié au fait de poursuivre sa carrière à Djibouti, connue pour son importance stratégique, non seulement en tant que porte d'entrée de la Corne de l'Afrique, mais aussi en tant que base d'opération de lutte contre le terrorisme et la piraterie dans la région. Le nouvel représentant de la République de Corée a clos son intervention en soulignant combien son gouvernement estime que la République de Djibouti ait atteint une stabilité politique et une croissance économique continue et apporte une contribution significative à la paix et à la sécurité régionale. Et à son tour, le chef de l'État a formé des vœux succès et de réussite à chacun d'entre eux et elle les a assurés du soutien plein et entier du peuple et du gouvernement de Djibouti dans l'accomplissement de leur noble mission. Sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, l'Académie des sciences et des technologies industrielles a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise des diplômes à l'hôtel Kempinski. Lors de cette cérémonie, les participants ont suivi une présentation visuelle mettant en avant les projets des nouveaux diplômés dans divers domaines spécialisés, ainsi qu'une autre projection concernant les anciens diplômés qui ont intégré le marché du travail.
Depuis son inauguration en février 2018, cette académie offre des services éducatifs de haute qualité visant à former des cadres qualifiés spécialisés dans les domaines scientifiques, technologiques et industriels, contribuant ainsi à répondre aux besoins de la société dans diverses spécialités techniques. Les diplômés de l'académie sont très recherchés sur le marché du travail en raison de leur formation spécialisée et des compétences avancées qu'ils possèdent. Et grâce aux bases académiques solides acquises et à l'expérience pratique obtenue au cours de leur programme d'études, ils réussissent à trouver une variété d'opportunités professionnelles dans l'industrie et le secteur technologique. À cet égard, l'Académie décerne à ses diplômés une licence dans 3 spécialités: informatique et technologie de l'information, électronique industrielle et contrôle, ainsi que puissance électrique. Dans son allocution lors de cette cérémonie, le directeur général de l'Académie, Maysara Mohamed Seif, a adressé ses félicitations aux nouveaux diplômés pour la réussite de leur programme d'études, leur souhaitant une carrière professionnelle couronnée de succès et d'excellence. Il a souligné l'importance de l'éducation technique comme critère de progrès pour les nations, constituant la base de leur développement industriel et urbain. Et écoutons à présent un extrait du discours du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Nabil Mohamed Ahmed, lors de cette cérémonie. Comme à l'accoutumée, je rappelle qu'une cérémonie de remise de diplôme est un moment solennel, parce qu'il y a de l'émotion, de la joie, satisfaction, mais également espoir pour l'avenir. C'est un moment de fierté pour les diplômés, fierté pour les parents, fierté pour les professeurs, fierté pour tous les personnels de l'académie, parce que c'est le fruit des efforts consentis, mais également de projections vers l'avenir. Je présente donc mes sincères félicitations aux lauréats, diplômés, licenciés de ce matin. Je voudrais remercier l'étudiante ou les étudiants pour les mots à mon égard. Je voudrais juste vous dire que nous ne faisons que notre responsabilité devant la jeunesse djiboutienne, parce qu'elle est l'avenir, parce qu'elle est appelée à transformer notre pays, à le développer, et encore une fois, dans la paix, le respect de nos traditions et le respect de notre religion. Je voudrais également féliciter l'Académie des sciences et technologies industrielles et à leur tête, leur directeur, Maysara Seif, que je vous demande d'applaudir. Maysara Seif qui a su mettre en place, avec l'appui du Royaume de l'Arabie Saoudite à travers l'ONG WAMI, et représenté ici par son Excellence l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Je voudrais également rappeler le soutien du gouvernement djiboutien pour l'Institut, institut appelé à la formation technique supérieure, digne de ce nom, tant par la qualité de ses équipements, et vous l'avez vu, de ses enseignants que je félicite. Je salue en tout cas l'engagement de tous les personnels dans le cadre de leurs activités administratives, éducatives et de formation. Les formations sont dignes d'un centre de formation d'enseignement supérieur, technique. Les programmes de formation aussi. Dans les différents domaines, ils viennent tout simplement encourager, renforcer la politique du gouvernement, la politique et la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour qui la formation technique et la maîtrise des nouvelles technologies sont un atout pour le développement de Djibouti.
Dans l'actualité également, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, a tenu aujourd'hui dans son cabinet une réunion de travail sur les main-d'œuvre étrangères employées par les entreprises de la place, notamment dans le secteur du bâtiment. En effet, le ministre a convoqué les principaux responsables de son département et représentants de tous les départements sectoriels en lien avec l'emploi, tel qu'un représentant de la CNSS, de la Chambre de commerce, du ministère de l'Habitat, ainsi que des représentants des forces de l'ordre, à savoir la gendarmerie nationale et la police. L'objectif de cette réunion de concertation était de débattre sur la montée croissante de l'employabilité de la main-d'œuvre étrangère. Et après discussion, les participants se sont accordés de procéder à une série d'opérations de contrôle qui seront menées conjointement par l'inspection du travail pour identifier et sanctionner toute structure qui emploie des travailleurs étrangers ne disposant d'aucune autorisation de travail à Djibouti. Le ministre du Travail tient à alerter tous les employeurs de la place, tous secteurs confondus, sur les graves conséquences qui découlent de cette pratique illégale. Face à cela, le département du travail va procéder à une série d'opérations de contrôle. Ces opérations seront menées conjointement par l'inspection du travail, la CNSS, l'ANEFIP, seront assistés par la préfecture et les forces de l'ordre. Auront pour objectif d'identifier et de sanctionner toute structure qui emploie des travailleurs étrangers sans autorisation. Les entreprises en infraction s'exposent à des sanctions sévères dans le cadre de la création d'emplois et de la lutte contre le chômage, qui est une des priorités de la feuille de route du président de la République, M. Ismaël Morguele. Le ministre du Travail, son Excellence, M. Omar Abdi Saïd, exhorte les entreprises et sociétés djiboutiennes et étrangères de donner la priorité d'emploi aux Djiboutiens. Le 14e atelier annuel de la société civile africaine francophone sur les changements climatiques et le développement durable a officiellement débuté aujourd'hui au Palais du Peuple sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Cet événement de 3 jours organisé par le réseau Climat et Développement en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable de Djibouti rassemble les acteurs clés de la société civile, des experts en climat, des décideurs politiques et des partenaires au développement. L'atelier abordera des sujets cruciaux tels que les mécanismes de financement des pertes et dommages liés au changement climatique, les stratégies de mobilisation citoyenne pour une action climatique efficace et les défis et opportunités de la transition énergétique durable en Afrique francophone. Les intervenants ont souligné l'importance de l'engagement communautaire et de la collaboration des organisations de la société civile pour renforcer la résilience climatique et développer des solutions innovantes et durables. Les discussions ont mis en lumière les mécanismes de financement disponibles et les stratégies pour impliquer activement les communautés locales dans l'action climatique. 14e atelier de la société civile francophone pour une mobilisation citoyenne accrue, pour une opérationnalisation du Fonds sur les pertes et dommages qui répondent aux attentes de nos populations, essentiellement vulnérables, mais nous permet aussi de nous mobiliser pour une transition juste et durable, se tient ici à Djibouti. En effet, nous devons convenir que sans une mobilisation massive des citoyens, il nous sera difficile d'arriver à un changement de paradigme. Un paradigme vers une société sobre en carbone et résiliente. Cela requiert davantage d'informations, de connaissances, de dialogue, de renforcement de capacités, d'engagement et d'alliance pour faire face au changement climatique. Cet atelier s'inscrit dans une série d'initiatives que le réseau Climat et Développement compte mener auprès des gouvernements africains et différents acteurs pour renforcer cette union indispensable. C'est pour la cause commune et elle est indispensable pour contrer les manipulations historiques concernant la responsabilité des changements climatiques. Le lieu est le moment d'exprimer notre reconnaissance et entière gratitude envers le gouvernement djiboutien, avec à sa tête Monsieur le Premier ministre pour son parrainage et sa présidence de cet important événement. Écoutons à présent un extrait du discours du directeur du réseau Climat et Développement de Djibouti, M. Ahmed Ali Dimbio.
C'est avec une grande joie et un profond sentiment de responsabilité que je vous accueille aujourd'hui à Djibouti, terre d'accueil et d'échange, à l'occasion de cette 14e rencontre annuelle cruciale de la société civile africaine francophone dédiée au changement climatique. Vos présences ici venant des 4 coins du monde témoignent de notre engagement commun à relever l'un des plus grands défis de notre époque, le changement climatique. Le changement climatique n'est pas une menace lointaine, il est une réalité actuelle qui affecte déjà nos vies, notre environnement et nos économies. À Djibouti, dans beaucoup d'autres pays, comme dans beaucoup d'autres pays, nous ressentons les effets de la montée à des températures, des sécheresses prolongées et des événements météorologiques extrêmes. Ces phénomènes ne sont pas seulement des défis environnementaux, mais aussi des défis sociaux, économiques et politiques. Cet atelier est une occasion unique de rassembler nos forces, nos idées, nos ressources pour élaborer des stratégies concrètes et efficaces. Nous devons partager nos expériences, apprendre les uns des autres et surtout agir ensemble. Ce n'est qu'en travaillant main dans la main que nous pourrons construire un avenir durable pour nos enfants et les générations futures. La société civile joue un rôle essentiel dans cette lutte. En tant que président de la société civile djiboutienne travaillant sur un développement local ou national à l'épreuve du changement climatique, je suis convaincu que notre capacité à mobiliser les communautés, à sensibiliser les publics et à plaider pour les politiques durables est plus important que jamais. Nos actions locales peuvent avoir un impact global et chaque initiative, aussi petite soit-elle, compte. En cette occasion qui m'est donnée, j'invite aux organisations de la société civile djiboutienne d'en profiter des expertises et des expériences du réseau Climat et Développement International, à participer activement aux discussions, à poser des questions et surtout à établir des partenariats avec leurs concerts venus de l'extérieur. Et voici à présent un extrait du discours du ministre de l'Environnement, M. Mohamed Abdelkader Moussa. La République de Djibouti joue un rôle crucial dans la géopolitique, la diplomatie climatique et environnementale régionale. Sous l'impulsion de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, président en exercice de l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, notre pays est résolument engagé dans la lutte contre les changements climatiques en mettant en œuvre des programmes et des projets déclinés dans les documents de politique et des stratégies nationales comme la vision Djibouti 2035, le plan national de développement de Djibouti 2020-2024 et à la contribution déterminée au niveau national CDN pour contribuer à la réalisation de l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. L'engagement envers ces défis des temps modernes, c'est notamment illustré à travers, premièrement, la mise en œuvre des actions concrètes et orientées vers des technologies propres ou le développement des énergies renouvelables telles que la géothermie, l'éolienne et le solaire. Notre pays ambitionne, d'ici l'horizon 2035, d'adopter une politique énergétique fondée à 100% sur les énergies vertes en matière de production d'énergie électrique. Dans cette optique, plusieurs projets d'atténuation au changement climatique sont finalisés, tels que l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie, le parc éolien de Goubet de 60 MW et la construction de la ligne du chemin de fer Djibouti à Addis Abeba, en cours de finalisation avec le projet solaire de Bara de 20 MW. La géothermie démontrant ainsi aussi la volonté politique du gouvernement et sa détermination à contribuer à l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En second lieu, la mise en œuvre de nombreux projets d'adaptation au changement climatique dont l'objectif ultime est de réduire la vulnérabilité aux effets néfastes des changements climatiques en renforçant la capacité écosystémique naturelle et la résilience de la population, de son économie et de ses écosystèmes naturels. Dans ces cadres, des avancées notables et significatives ont été enregistrées en matière de restauration des écosystèmes dégradés, de périmètres agro-pastoraux ainsi que de renforcement des systèmes d'alerte précoce et de construction des ouvrages de protection contre les inondations.
Le centre de développement communautaire de Kol Angar a été officiellement inauguré lors d'une cérémonie qui a réuni la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Hibo Mohamed Assoué, le ministre délégué à la décentralisation et actuellement ministre de l'Intérieur par intérim, Rassim Haroun Ali, le préfet de la région d'Obok, Moussa Adan Megene, le président du conseil régional d'Obok par intérim, les honorables députés de la région, ainsi que le sous-préfet de la localité de Kol Angar. Cette inauguration marque un jalon significatif dans le développement de la localité, car le CDC de Kol Angar représente une réponse directe aux doléances exprimées par la population de la localité au chef de l'État. Eh bien, ce centre se positionne aussi comme une plateforme essentielle pour le progrès social, culturel et économique, non seulement des jeunes, mais aussi de toute la sous-préfecture obokoise. Il incarne un espace dédié au développement social, culturel et économique de Kol Angar et de ses environs. Il sera donc un catalyseur pour l'autonomisation des jeunes et la promotion d'initiatives locales porteuses de progrès. Le CDC de Kol Angar ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour la communauté, offrant des opportunités d'apprentissage, d'information et de formation, de divertissement et de développement personnel et d'entrepreneuriat, tout en renforçant le sentiment d'appartenance et de fierté au sein de la population. Le préfet de la région a exprimé son engagement envers le succès du CDC, soulignant son rôle crucial dans l'amélioration des conditions de vie et dans la promotion de l'activité économique au niveau local. Ce beau centre sera, a-t-il dit, le noyau de notre sous-préfecture, offrant un espace de loisirs et d'activités pour nos jeunes. Il devient ainsi le seul lieu de rassemblement où ils pourront lire et accéder à une bibliothèque bien fournie, les encourageant à cultiver leur savoir et à développer leurs compétences. Selon le préfet, grâce à l'équipement moderne et aux installations de qualité de ce centre, nous espérons voir fleurir de nombreux projets et initiatives qui contribueront à l'épanouissement de notre jeunesse et au développement de la localité de Kol Angar. Le ministre délégué à la décentralisation a également salué cette initiative comme un exemple concret de la politique gouvernementale visant à renforcer le développement local et à répondre aux attentes des citoyens. Le ministre a mis en avant que cette inauguration est une réponse directe aux demandes exprimées par les habitants de Kol Angar au chef de l'État. Il a encouragé la population à prendre soin de ce centre, soulignant qu'il leur appartient. Il leur a donc rappelé qu'ils peuvent l'utiliser pour l'apprentissage et la culture, insistant sur l'importance de sa bonne gestion par la communauté elle-même. Prenant la parole à son tour, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a souligné l'importance du CDC en tant qu'espace propice à l'épanouissement des jeunes, à la promotion de la culture locale, à l'insertion économique des jeunes et au renforcement du tissu communautaire. On l'écoute. C'est vraiment un jour de satisfaction pour toute la population de Kol Angar qui avait demandé un CDC et aujourd'hui c'est chose faite. Donc mes remerciements au président de la République et à l'ensemble du gouvernement, à mon collègue Rassim qui est ici. C'est le gouvernement qui a répondu à votre appel. Donc c'est vrai que c'est un travail du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Et d'ailleurs, je remercie l'ensemble des équipes techniques qui ont été engagées. Donc aujourd'hui, vous avez la population de Kol Angar à CDC. Prenez-en soin, utilisez-les à bon escient et que ce soit vraiment un endroit vivant avec les jeunes, avec les mamans, les papas, avec tout le monde. Que ce soit vraiment un endroit pour les loisirs, pour les rencontres, mais aussi pour les formations pour la jeunesse, puisque nous avons le club de jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui est avec nous, pour toutes les formations, dans le sens où il faut trouver des emplois pour les jeunes, Inch'Allah. Donc on vous dit à très bientôt et à une prochaine rencontre. En poursuivant son programme d'inclusion professionnelle, l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, a organisé une cérémonie dimanche pour officialiser l'affectation de personnes handicapées au ministère délégué chargé de la décentralisation.
La cérémonie a été marquée par la présence du ministre Rassim Haroun Ali qui a accueilli les nouveaux employés avec enthousiasme. Les postes attribués touchent divers domaines liés à la décentralisation et au développement local, offrant aux jeunes bénéficiaires des opportunités de contribuer de manière significative à ces secteurs vitaux pour l'avenir du pays. Les candidats ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur potentiel à apporter une valeur ajoutée au ministère. Les bénéficiaires, tout en exprimant leur gratitude, ont manifesté leur volonté de contribuer activement à leurs nouvelles fonctions, enrichissant ainsi que le tissu professionnel et social. Le directeur de l'ANPH a partagé son optimisme quant à l'impact des initiatives d'inclusion professionnelle. Il a souligné le rôle crucial que chaque ministère participant à ce programme dans l'intégration des personnes handicapées en particulier. Il a noté que le ministère délégué chargé de la décentralisation offre une plateforme idéale pour démontrer les capacités et l'engagement des jeunes bénéficiaires. Le directeur général de l'ANPH a également exprimé sa gratitude envers les ministères pour leur collaboration et leur soutien continu dans la promotion de l'inclusion sociale et professionnelle. Dans son allocution, le ministre de la décentralisation a exprimé son enthousiasme à l'accueil des nouveaux employés handicapés au sein de son ministère. Il a souligné, vous l'entendrez, l'importance de cette initiative. On l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour accueillir dans mon ministère des personnes qui ont ayant des besoins spéciaux. Le président de la République, depuis son arrivée au pouvoir, a mis vraiment point d'honneur pour hausser le droit des personnes ayant des besoins spéciaux, aussi bien au niveau international, en signant plusieurs conventions, et au niveau national, en donnant des instructions fermes pour que, sur le point des droits, pour qu'ils aient leurs droits en entier. Les gens qui ont des besoins spéciaux aujourd'hui sont des personnes comme les autres. Et il faut qu'ils s'intègrent dans la société professionnelle, dans les activités professionnelles. Depuis des décennies, le développement des pays est quelque chose de constant et visible. Donc ces personnes aussi, ce sont des Djiboutiens, ce sont nos compatriotes, ce sont nos sœurs, nos frères, nos mères, nos pères. Donc, il faut qu'ils participent à la vie de la société. L'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec la direction générale du complexe Al-Rahma, a organisé ce matin une cérémonie de remise des certificats aux jeunes diplômés vivant avec handicap. Ces jeunes ont suivi avec succès une formation pratique de 6 mois visant à améliorer leurs compétences et leur employabilité. Le programme de formation de 6 mois comprenait diverses compétences pratiques adaptées aux besoins de chaque participant. La formation visait à fournir aux diplômés les outils nécessaires pour poursuivre un emploi significatif ou des projets entrepreneuriaux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec handicap à Djibouti. Le directeur général du complexe Al-Rahma a souligné l'importance de telles initiatives pour favoriser une société plus inclusive et a réitéré l'engagement du complexe Al-Rahma à soutenir les personnes en situation de handicap. Il a félicité les diplômés pour leur persévérance et leur dévouement tout au long du programme de formation. Et ensuite, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Douali Saïd Mahmoud, a exprimé sa fierté envers les diplômés et a souligné les efforts continus de l'agence pour offrir des opportunités aux personnes vivant avec handicap. Son discours a mis en avant l'importance de la formation pratique pour permettre à ces personnes de devenir autonomes et de contribuer à la société. Et en fin de cérémonie, les diplômés ont reçu leur certificat sous les applaudissements et les félicitations de l'Assemblée, marquant une étape importante dans leur parcours vers l'autonomie et l'intégration sociale. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Douali Saïd Mahmoud, a exprimé sa profonde fierté envers les jeunes diplômés qui ont surmonté de nombreux défis pour suivre cette formation. Il a chaleureusement félicité les lauréats pour leur dévouement et leur persévérance, soulignant que leur succès représente un exemple inspirant pour toute la communauté.
Eh bien, le directeur général de la NPH a insisté sur le rôle vital de ces initiatives dans la promotion d'une société plus équitable et inclusive, où chaque individu, indépendamment de ses capacités, a la possibilité de réaliser son potentiel. À l'instar du reste du pays, l'examen du brevet d'enseignement fondamental qui intervient à la fin de la classe de 9e année scolaire des établissements d'enseignement moyen a débuté hier à Obok. Et comme à l'accoutumée, une délégation conduite par le préfet de la région est composée du vice-président du conseil régional, de l'inspecteur de la région et du président de la commission des jurys se sont rendus au collège de la ville. Les visiteurs ont été accueillis sur place par le principal du collège d'Obok. Et après des brefs entretiens relatifs à l'accueil des candidats et de leur nombre, eh bien, celui-ci est le chef de ce centre d'examen. Le représentant des pouvoirs publics et ses accompagnateurs ont fait immersion dans quelques salles d'examen donc pour s'enquérir du bon déroulement de l'examen. Et pareillement, donc, à l'instar des autres régions du pays, la passation donc, du BEF a eu lieu hier dans les 6 établissements du moyen secondaire de la ville de Tadjoura. Les enseignants convoqués pour la surveillance ont tous répondu présents et aucun absent du côté des candidats n'a été aussi enregistré. À cet effet, les autorités locales, comme le préfet Mohamed Ahmed Abbas, le vice-président du conseil régional, les autorités civiles et militaires et les responsables des services déconcentrés ont participé donc à cette journée. Toujours à l'instar des autres régions et de la capitale, les épreuves du brevet de l'enseignement fondamental de cette année ont débuté hier dans la ville d'Arta, et ce dans 6 centres d'examen avec 314 candidats. Le premier adjoint du préfet de la région, Mohamed Fouzi Ahmed, la vice-présidente du conseil régional d'Arta, Filsan Alimi Hassan, accompagnée par l'inspecteur régional et président du jury du BEF, Hassan Ali Hadji, ont procédé à la traditionnelle tournée de visite des centres d'examen et ont constaté donc le bon déroulement de ces épreuves. Tous les candidats inscrits étaient donc bien présents et aucun incident n'est signalé. Fondamental a commencé depuis hier. Depuis le 26, dans les écoles bilingues plus précisément, les épreuves continuent jusqu'à ce matin. Si nous parlions de notre région, hier se sont présentés dans tous les établissements, dans tous les centres, qui ont été 6 centres dans la région d'Arta. 316 élèves ont pris part à l'examen du brevet de l'enseignement fondamental. 316 candidats. Je tiens à préciser que la majorité absolue, c'est-à-dire presque tous les enseignants, sauf bien sûr les dames en congé de maternité, et tous les enseignants et tous les élèves étaient présents à cet examen. Donc tout s'est très bien déroulé et je tiens à féliciter les chefs de centre et les enseignants qui ont participé à cet examen. Et à l'accoutumée, bien sûr, les responsables officiels et militaires ont fait leur tournée habituelle dans les différents centres de la région, en commençant par le centre Hassan Goulet, ensuite celui d'Arta, en finissant bien sûr à Damerjouk et Ouéa. Et pareillement à l'ICBIE, donc l'examen du brevet d'enseignement fondamental donc, a débuté hier dans 6 centres d'examen à travers toute la ville, 2 centres de composition des épreuves du BEF au chef-lieu, la ville d'Al-Issabiye et 4 autres centres dans les sous-préfectures de Holhol et de Ali Adé. Les épreuves ont eu lieu au collège d'Al-Issabiye, à l'école bilingue, au collège de Ali Adé de Holhol, ainsi que dans 2 écoles fondamentales, à savoir celles de Dasbio et de Goubeto. En total, donc 692 candidats sont inscrits aux épreuves de la session 2024 de cet examen, dont 511 candidats au chef-lieu de la ville d'Al-Issabiye, 47 au centre d'examen de la sous-préfecture de Ali Adé, 63 à celle de Holhol et 22 à Goubeto et 19 à Dasbio.
et sans oublier les élèves des collèges des camps donc des réfugiés d'Al-Adé et de Hol-Hol. Comme à l'accoutumée, une délégation conduite par le préfet adjoint de la région ont visité les différents centres d'examen. Et le représentant des pouvoirs publics donc, a fait une immersion dans quelques salles d'examen pour s'enquérir du bon déroulement de l'examen. Du chef-lieu, au total, nous avons 692 élèves qui sont inscrits au registre du BEF et qui sont répartis dans 6 centres d'examen ouverts dans la région d'Ali Sabihi. Donc tous les élèves étaient présents, y compris aussi les enseignants aussi. Aucun incident à signaler. Et nous avons également aujourd'hui le BEF pour les écoles réfugiées, Al-Adé et Hol-Hol. Il y a au total aussi 205 élèves qui sont convoqués pour ces BEF. Et là aussi, tout s'est bien déroulé. Et enfin, à Dikil, l'inspecteur régional, le président du jury, Hafid Mohamed Kaid, s'est réjoui du bon déroulement de l'examen du brevet de l'enseignement fondamental. Dès 7 h du matin, la première épreuve de français a été lancée, marquant le commencement d'une journée cruciale pour 610 élèves répartis dans 6 centres d'examen sur l'ensemble de la ville de Dikil. Et selon le président du jury, l'examen s'est bien déroulé dans l'ensemble avec une supervision adéquate de la part des autorités locales et militaires. En effet, le président du jury était accompagné du préfet de la région, du président du conseil régional et des autorités militaires qui ont effectué un tour dans les différents centres pour superviser le déroulement des épreuves et encourager les candidats. Par la suite, au cours de la journée, l'inspecteur régional et le préfet de la ville de Dikil ont également visité le lycée de la ville pour observer de près le déroulement des épreuves orales du baccalauréat qui ont également débuté. L'occasion a été saisie par le chef de service, l'inspecteur régional, pour remercier le ministre de l'Éducation nationale pour avoir assuré la restauration des candidats venus des localités avoisinantes pour passer les différentes épreuves du baccalauréat. Tenu aujourd'hui dans la région de Dikil et a été couronné de succès. Comme dans les autres régions, l'examen s'est déroulé dans les meilleures conditions, garantissant ainsi l'équité et la transparence pour tous les candidats. Dès tôt ce matin, tous les professeurs étaient en place dans les 6 centres prévus. Environ 630 à 603 élèves ont passé l'épreuve ce matin, faisant preuve de sérieux et d'engagement. Dans l'après-midi, la procédure d'anonymat sera mise en place en vue de la collection des copies. Parallèlement, les épreuves orales du bac 2024 ont également débuté, offrant aux candidats l'opportunité de démontrer leurs compétences à l'oral. Les épreuves continueront jusqu'au 1er juin, du moment qu'il y a le BEF arabe et le BPC arabe. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour sa contribution à la réussite de cet examen. Grâce à son soutien, la restauration et l'hébergement de 267 élèves provenant de localités différentes ont pu être rassurés, garantissant ainsi les conditions adéquates pour le bon déroulement de l'épreuve. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du préfet, du colonel de l'armée, la police, la gendarmerie pour leur étroite collaboration. Et à l'international, au moins 30 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées lorsqu'Israël a pris pour cible un camp de déplacés dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Les avions israéliens ont bombardé plusieurs tentes dans la zone. Plus tôt, la défense civile de Gaza a déclaré avoir transporté 50 personnes dans des morts et des blessés vers des centres médicaux. La zone visée abritait au moins 100 000 personnes déplacées. Dans un bref communiqué, le Croissant Rouge palestinien indiquait que ses équipes d'ambulanciers transportaient également des blessés vers des centres de soins. Et cette exposition intitulée « Brésil et Afrique, une histoire partagée » nous replonge dans le passé colonial commun aux afro-descendants, une histoire qui est aussi celle de l'artiste visuel Aline Mota. Difficile en effet de trouver un lieu plus expressif que l'île Mémoire de Gorée pour accueillir ses œuvres réalisées sur 3 continents. L'exposition devrait être présentée en off durant la Biennale de Dakar, décalée en novembre prochain. En attendant, le public de Gorée peut bien profiter de ces clichés de l'artiste Aline Mota. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention.